Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. On est vendredi et comme chaque vendredi, c'est à vous que nous donnons la parole car votre voix compte. Émission en public donc consacrée à la guerre en Iran et à ses conséquences. Cette guerre vous fait-elle peur? Qu'attendez-vous de la France? Qu'espérez-vous pour le peuple iranien? Et quel regard portez-vous sur cette scène internationale où la loi du plus fort semble désormais s'imposer? Notre public a plein de questions à poser à nos trois invités qui sont ce soir Aïda Hadizadeh. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste du Val d'Oise et votre histoire personnelle est intimement liée à l'Iran puisque vous y êtes né et que vos parents ont fui le régime des Mollahs. Adel Bakawan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa. En français, pour faire plus simple, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, on va dire. Et votre histoire aussi est liée à l'Iran par un de vos parents, je crois. Ma mère. Par votre mère, oui. Voilà. Et Armin Arefi, bonsoir Armin. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Point, d'origine iranienne également. Vous avez été correspondant en Iran pour plusieurs médias et vous avez signé un documentaire il y a quelques mois de cela consacré aux gardiens de la révolution en Iran. Merci à tous les trois donc d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu des questions-réponses avec notre public. Vous êtes bien installés? Vous êtes prêts? Et bien c'est parti pour Chaque Voix compte. C'est un de ces moments où l'histoire s'accélère. Il y a une semaine, donc, Israël et les États-Unis déclenchaient leurs premières attaques contre l'Iran. Depuis, c'est toute la région qui s'est embrasée, avec des répercussions géopolitiques dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. Retour donc sur cette folle semaine avec Stéphanie Despierres. Samedi, à l'aube, Israël et les États-Unis déclenchent l'opération Fureur épique contre l'Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant la menace imminente constituée par le régime iranien. Contrairement au mois de juin, la réplique de Téhéran est immédiate et tous azimuts. Les sirènes retentissent en Israël. L'Iran attaque aussi les pays du Golfe. Le Qatar, Bahreïn, l'Arabie Saoudite et même une base française à Abu Dhabi sont visés par des drones et des missiles, tout comme des zones kurdes en Irak. Les bombardements israélo-américains décapitent le régime iranien. Dans la nuit, la mort de l'ayatollah Khamenei est confirmée après 37 ans de pouvoir absolu. Dimanche, le Hezbollah lance ses premières roquettes contre Israël. Conséquence, le conflit s'étend au Liban. Tel Aviv réplique. Nous continuons à frapper l'Iran avec force. Nos pilotes survolent l'Iran et Téhéran, ainsi que le Liban. Le Hezbollah a commis une grave erreur en nous attaquant. Nous avons déjà réagi avec force. Mardi, nouvelle série de frappes israélo-américaines sur des points stratégiques de Téhéran. Leur force navale a été détruite, leur armée de l'air a été détruite, leur détection aérienne a été détruite, leur radar a été détruit. En Iran, en fait, presque tout a été détruit. L'Europe est à son tour visée. Un drone iranien frappe une base britannique à Chypre. La France et plusieurs pays européens envoient des frégates en renfort. Dans le Golfe, le détroit d'Ormuz, à portée de tir iranien, se ferme. L'économie mondiale retient son souffle car 20% du pétrole et du gaz transitent par cette zone. Emmanuel Macron, à la télévision, annonce l'envoi du Charles de Gaulle en Méditerranée. Nous avons des intérêts économiques à préserver car les prix du pétrole, les prix du gaz, la situation du commerce international sont profondément perturbés par cette guerre. L'Iran met en garde les Européens. This would be an act of war. Any such act against Iran would be regarded as complicity with the aggressors. Mercredi, pour la première fois depuis 1945, un sous-marin américain coule un navire de guerre ennemi, au large du Sri Lanka. C'était l'un des fleurons de la marine iranienne. Bilan, plus de 80 morts. Aujourd'hui, au 7e jour de guerre, aucun signe d'accalmie. Un déluge de feu israélien s'abat sur Beyrouth et le sud du Liban. Israël vient de déclencher une nouvelle salve d'attaques sur l'Iran. Nous passons maintenant à la phase suivante de l'opération. Nous poursuivrons le démantèlement du régime iranien et de ses capacités militaires. Pour le moment, les États-Unis n'envisagent pas l'envoi de troupes au sol. Ce serait une perte de temps, selon Donald Trump. Les grandes villes israéliennes et les pays du Golfe sont quotidiennement visés par les Iraniens ou leurs soutiens régionaux. Au Moyen-Orient, l'embrasement est désormais généralisé. En France, l'inquiétude grandit. Pour rassurer, Emmanuel Macron va jusqu'à répondre en personne au message d'une jeune fille sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez enlever la guerre, s'il vous plaît? Parce que vous avez trop ouvert votre bouche, je trouve.
Alors la France, elle ne fait pas partie de cette guerre. Nous, on n'est pas au combat et on ne va pas s'engager dans cette guerre. C'est très compliqué ce qui se passe dans la région, mais la France, elle ne fait pas la guerre dans cette région. Elle protège les Françaises et les Français, ses alliés, et elle est aux côtés du Liban et de sa souveraineté, de son intégrité territoriale. Ni plus ni moins. Une semaine après le début de la guerre, à Téhéran, le régime des Mollahs, même s'il est en grande partie décapité, est toujours en place. Alors on vient de voir Emmanuel Macron répondre à cette jeune Française inquiète d'une entrée en guerre de la France. On a plusieurs étudiants sur ce plateau. On a Malo, Juliette, Camille. Je voulais savoir si vous partagez ces inquiétudes-là ou est-ce que vos proches, vos amis avec qui vous échangez peuvent être inquiets eux aussi. Je ne sais pas si l'un d'entre vous peut réagir. Malo ? Alors il faut prendre le micro, on va vous le donner. Je ne crois pas partager cette inquiétude-là, moi, personnellement. Et dans les gens que je côtoie, que ce soit mes amis ou mes proches, je ne connais pas grand monde qui porte vraiment une inquiétude sur ce sujet-là et qui n'ont la volonté de s'engager là incessamment. Je sais pas vraiment. Non, c'est pas un sujet de conversation entre vous. Ces crises à répétition. Ouais, non, la guerre et les crises en tant que telles sont des sujets entre nous. La question de s'engager volontairement. Alors on n'en est pas. Ça, c'est un sujet qu'on abordera peut-être à la fin de l'émission, mais plus sur ce climat général, si on peut dire. En France ? Voilà, le fait que Emmanuel Macron ait décidé d'envoyer des bâtiments militaires à proximité de la zone du conflit. Qu'il renforce le système de défense de nos bases qui sont dans la région. Voilà, tout cela. Il y a, dans son envoi d'armement militaire, etc., ça répond essentiellement à des accords conclus avec d'autres pays. Donc là-dessus, je ne sais pas vraiment. Je trouve ça normal et nécessaire par rapport aux accords conclus. Non, après, je n'ai pas d'inquiétude particulière, juste en France. Guylaine, vous êtes jeune retraitée de la fonction publique, je crois. Et vous avez une question sur ce que fait la France dans cette région, c'est ça ? Oui. Allez-y. Alors moi, je suis très, très interrogative et un peu perplexe sur l'attitude et le discours du président de la République. En 2003, dans un contexte bien différent, un contexte international bien différent, les États-Unis, à l'ONU, prennent le prétexte d'une guerre dans la région, dans le Moyen-Orient. Après, on a appris que c'était un énorme mensonge. La France a su dire non. Là, en 2026, nous avons un président qui louvoie, un peu à vue, qui n'a pas de position et qui... alors effectivement, il y a des accords internationaux de protection avec des puissances dans la région, mais quand même, la France est engagée, elle met à disposition une base en France. Alors, il n'y a pas Vous parlez de mise à disposition de l'aviation américaine. Oui. Il y a eu effectivement une base qui a été utilisée par l'aviation américaine il y a quelques jours de cela, la France avec l'autorisation de la France. Sans qu'il y ait de débat, à ma connaissance, à l'Assemblée nationale. J'interroge Aïda là-dessus. Voilà, c'est pas très clair. Et je trouve que c'est pas honnête vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de la représentation nationale. Alors Aïda Dizadeh, vous n'êtes pas membre du parti d'Emmanuel Macron. Vous êtes membre du Parti socialiste, mais voilà, que lui répondez-vous ? Je comprends votre inquiétude et le sentiment que vous avez que ce n'est pas clair et que le président a l'air de, comme vous avez employé ce terme, louvoyer. Je ne suis pas son porte-parole. Je comprends quand il dit « c'est une frappe illégale ». Et c'est contraire au droit international, il rappelle une réalité. Avant ça, il dit « c'est quand même de la faute de l'Iran » parce que contrairement à la situation de 2003 où le gouvernement américain avait inventé, et on le sait maintenant, des armes de destruction massive, là ça fait, on va dire, 40 ans que le régime iranien dit « mort à Israël » et nous allons détruire Israël et a entamé de manière aussi illégale la course à l'armement nucléaire militaire. Et donc, le président a dit, c'est de la faute de l'Iran, mais quand même c'est illégal, mais quand même nous allons honorer notre accord. Donc, d'où le sentiment que ça louvoie. Et vous avez raison, ça devrait quand même faire l'objet d'un débat à l'Assemblée. J'ai cru comprendre que le chef du gouvernement, M. Lecornu, allait réunir les chefs de parti. Il l'a annoncé aujourd'hui. Exactement. Ce sera mercredi prochain, effectivement. Et moi, mon parti politique demande à ce qu'il y ait un débat à l'Assemblée pour que les citoyens soient éclairés. Cela étant, je pense que moi, la difficulté que j'ai dans ce conflit, c'est que
on est entre l'impuissance du droit international, parce que en janvier, ça a été rappelé dans le reportage, le régime iranien a massacré 30 à 40 000 Iraniens en 2 jours. C'est l'équivalent de la Shoah par balle, cet épisode effroyable de la Seconde Guerre mondiale où l'armée nazie avait tué en l'espace de quelques heures 30 à 40 000 juifs par balle. Et ça a été un énorme traumatisme pour les Iraniens et c'est un point de non-retour. À ce moment-là, le droit international pouvait agir, mais il est resté muet, silencieux et dans le commentaire. Et en face, désormais, nous avons les bombes. Et donc, nous sommes entre l'illégalité et l'impuissance. Et moi, je pense que cet épisode-là doit être un réveil pour tous celles et ceux qui, comme moi, sont attachés non seulement à la démocratie, mais aux droits humains, pour revoir de manière profonde, demander à nos gouvernements de revoir de manière profonde l'architecture du droit international. Parce que si le droit international ne sert qu'à condamner des gouvernements qui le bafouent, mais ne sert pas à protéger des populations qui sont exécutées par leur propre régime, alors même qu'il y a des dispositions dans le droit international qui pourraient le permettre, eh bien ça ne sert à rien. Et donc, je pense que ça doit être l'occasion de demander à nos gouvernements de prendre ce dossier en main et de ne pas osciller entre condamnation et puis suivisme. C'est un peu ce qu'on a vu. Peut-être sur l'autre volet de votre question, Guylaine, savoir est-ce que la France peut tenir une position comme celle qu'elle a tenue en 2003 en disant non de façon aussi ferme, claire et définitive aux États-Unis par rapport à la guerre en Irak à l'époque. Est-ce que cette position elle est tenable aujourd'hui dans le monde tel qu'il est aujourd'hui? Adel Bakawan ou Armin, je ne sais pas. Écoutez, tout d'abord, moi je ne suis pas politique, hein. Je suis chercheur, donc mes propos, il faut le mettre dans une grille de lecture moyen-orientale. Personnellement, je l'ai déjà dit sur plusieurs plateaux, la France a besoin d'un miracle pour ne pas entrer dans cette guerre. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des indicateurs très très sérieux qui préparent des conditions objectives malgré la volonté du président de la République, la France s'engage indirectement ou directement. Le premier indicateur, c'est que nous avons déjà des accords de défense au moins avec 3 pays, lourdement attaqués par les Pasdaran, c'est-à-dire les gardiens de la révolution islamique. Le Koweït, le Qatar et surtout les Émirats arabes unis. Et ensuite, ces accords de défense nous obligent la France d'intervenir directement pour défendre ces 3 pays. Défendre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire directement s'opposer aux gardiens de la révolution qui bombardent ces pays-là. Et on sait très bien que la nouvelle stratégie de Larijani, c'est la personnalité qui dirige dans les coulisses actuellement la République islamique d'Iran depuis la disparition de l'ancien guide. La nouvelle stratégie, c'est attaquer tout le monde, c'est régionaliser la conflictualité, c'est radicaliser la conflictualité. On attaque même Chypre à une base britannique. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, le président, moi j'étais sur un autre plateau en direct, lorsque le président est intervenu pour faire son discours de 8 minutes, très pédagogique, très très clair, et il a dit clairement que nous allons sécuriser le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire quoi sécuriser? C'est-à-dire qu'il faut déployer les moyens militaires, n'est-ce pas? C'est pas avec la musique, l'art, plastique, etc. On sécurise le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire quoi sécuriser le détroit d'Ormuz? C'est-à-dire s'opposer directement aux acteurs qui empêchent et qui bloquent le détroit d'Ormuz. Et ces acteurs-là, encore une fois, ce sont les gardiens de la révolution islamique, les Pasdaran. Et le troisième, comme vous l'avez dit, on a mis nos bases militaires à la disposition des Américains, des États-Unis d'Amérique, pas seulement aux Émirats, mais un peu partout au Moyen-Orient, là où on a des bases. En Jordanie, au Kurdistan irakien, là aussi on a bien évidemment une base, même si on n'en parle pas beaucoup, et surtout à Abu Dhabi. Alors ces 3 indicateurs nous conduisent, nous amènent vers une vraie réflexion d'engagement de la France. C'est pourquoi je dis la France a besoin vraiment d'un miracle pour ne pas entrer dans cette guerre, parce que notamment dans le détroit d'Ormuz, les gardiens, ils ont des drones, ils ont des missiles balistiques intelligents et surtout, ils ont des bombes flottantes. Comment vous pouvez sécuriser le détroit d'Ormuz sans entrer en confrontation directe avec les gardiens? Armin Arefi, vous vouliez compléter peut-être Est-ce que je peux juste avoir votre prénom à nouveau parce que j'ai une mémoire de poisson rouge? Guylaine. Guylaine, d'accord. Moi, je pense que votre question est très légitime et très importante et très intéressante. On n'est plus du tout dans la configuration de l'invasion américaine d'Irak de 2003, mais il y a quand même certaines ressemblances. Déjà, il faut rappeler que la République islamique d'Iran est un régime théocratique, dictatorial.
On l'a encore vu justement, comme l'a dit Adizadeh, excusez-moi, il y a 1 mois et demi, avec 30 000 personnes, enfin de 7 000 à 35 000 personnes massacrées en à peine 2 jours à l'arme de guerre. Maintenant, donc, ce régime iranien fait l'unanimité contre lui en France. Je ne vois pas d'acteurs politiques ni médiatiques qui disent « Oh, mais quand même, c'est un moindre mal, la République islamique », pas du tout. Maintenant, en fait, c'est une région complexe avec le Moyen-Orient, mais encore une fois, face aux situations complexes, on a un élément, une arme, c'est le droit international. Et que dit le droit international ? Comme l'a d'ailleurs souligné Emmanuel Macron, le président de la République, c'est qu'il a été violé dans cette attaque unilatérale de la part d'Israël et des États-Unis, d'un pays, d'un régime, tout dictatorial soit-il, qui reste souverain, je parle de fait, et qui a vu une aviation étrangère, enfin deux aviations étrangères, venir éliminer, donc assassiner les personnalités les plus importantes de l'État. Et donc, en ce sens, pour répondre clairement à votre question, en fait, il y a un certain deux poids, deux mesures. Soit on estime que c'est une violation du droit international, on condamne et on ne soutient pas l'action américaine et israélienne, en sachant que, d'un point de vue, encore une fois, factuel, le régime islamique menace ses voisins dans la région. C'est quelque chose de très clair depuis 47 ans. Mais depuis la guerre des 12 jours qu'a lancée Israël en juin 2025, le programme nucléaire iranien avait été complètement retardé. Le programme de missiles balistiques iranien, qui, au passage, est le seul programme lui permettant encore d'avoir une dissuasion face aux agressions extérieures, a été diminué. Donc il n'y avait aucune urgence à lancer cette attaque. C'est davantage une opportunité stratégique dont s'est saisi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le poussant avec lui le président américain Donald Trump. Ce que je veux dire par là, c'est que, juste pour terminer, excusez-moi, juste pour terminer, en fait, de deux choses l'une. Soit on estime qu'il y a une violation du droit international et on condamne, soit on estime qu'il n'y a pas de violation de droit international et on ne condamne pas. Mais dans ce cas-là, on n'invoque pas le droit international pour l'Ukraine, pour la Russie et d'autres plaisirs. Donc une sorte de droit international à la carte qui, à mon avis, nuit à la voix française et qui est complètement aujourd'hui différente et beaucoup plus alignée aux Américains qu'elle ne l'était il y a de cela 23 ans. Hilda, et puis peut-être Malo, parce que je crois que vous aviez une question justement sur cet enjeu du droit international, mais on va en parler dans un instant. Hilda. Oui, par rapport au droit international et à l'urgence, s'il y avait une urgence humanitaire, même si ce n'est pas la cause de l'intervention, et là où la France a été absente, et je vous remercie Madame la députée de l'avoir rappelé, c'est que cette loi internationale existe, et quelle est la crédibilité de la France d'invoquer pour protéger un tyran la loi internationale lorsqu'elle n'est pas capable d'aller chercher la loi internationale pour protéger des civils qui sont massacrés par ces dirigeants tyranniques. Je vous interromps Hilda, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas présenté. Vous êtes franco-iranienne, vous êtes née, vous avez même grandi, je crois, jusqu'à vos 13 ans en Iran. Hein. Oui, vous avez connu le régime des Mollahs. J'ai connu le régime des Mollahs et j'ai connu les bombes entre l'Irak et l'Iran pendant quelques mois. Par ailleurs, je voudrais dire, si je puis me permettre, le président ment. Nous sommes en guerre, nous avons été attaqués sur nos bases militaires, nous avons été attaqués en Europe, à Chypre, et nous sommes, avez-vous entendu le ministre de l'Intérieur parler ? Nous sommes sous la menace quotidienne sur le territoire français. Nous sommes en guerre. Et ce qui nous est proposé par le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, c'est des négociations avec ce tyran pour laisser ça en héritage à nos enfants. Donc, effectivement, je suis pour qu'on dise... On comprend votre attachement et votre forme de colère, parce que vous vous battez pour recueillir des preuves juridiques pour qu'un jour soient jugés les responsables du régime au pouvoir aujourd'hui en Iran, pour qu'ils soient jugés par la Cour pénale internationale. Voilà, je resitue un peu les choses dans leur contexte. Vous avez raison, et si je puis me permettre, j'espère aussi tous ceux qui auraient été complices de la situation dans laquelle les civils se sont trouvés pendant toutes ces années. Alors, peut-être, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Parce que, merci de votre intervention. Quand vous parlez justement de complicité, qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? La complicité, vous savez, quand vous avez une responsabilité, en loi, en droit, la responsabilité, c'est très clair. Les États ont une responsabilité à agir lorsque un autre État fait ce qu'il a fait en Iran. Ça s'appelle une complicité de ne pas agir. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de droit, comme vous le savez, mais tout de même, la non-assistance à personne en danger, j'espère bien que nos étudiants futurs étudiants... Mais justement, par rapport à ça, je pense que c'est très en quelques mots. Et vous avez raison. Où était, dans ce cas-là, la France quand il y a eu
les massacres du 7 octobre? Où a été la France quand il y a eu les massacres contre la population palestinienne à Gaza? Où était la France quand Bachar el-Assad, avec l'aide de l'Iran, massacrait sa propre population? En tout cas, moi, j'étais dans la rue quand Bachar el-Assad tapait sur les camps palestiniens, sur les Syriens, et j'étais aux côtés aussi des Ukrainiens, et je suis désolée que, y compris l'Ukraine, a été abandonnée par la France de manière plutôt... On va faire circuler la parole dans le public parce que je crois qu'il y a Olivier derrière vous qui voulait... Ah, vous avez le micro, très bien. Olivier, donc vous dirigez les opérations d'une ONG qui est présente au Liban, on va en parler dans un instant, mais allez-y. Oui, bonjour. Donc on a tous un peu nos lunettes pour parler. Moi, je suis effectivement le directeur d'une organisation qui a des équipes qui sont en train de répondre aux urgences là, sur le théâtre libanais. Et forcément, ça donne des conséquences. Ça fait 20 ans que je fais ce travail-là. Des horreurs, on en a vu partout. C'est un peu ce que vous disiez. Je pense que ce qui nous interpelle tous, avec nos propres lunettes, c'est qu'on a besoin d'un choc de cohérence et d'honnêteté intellectuelle. Ça suffit d'avoir des débats qui font la part, et vous le disiez tout à l'heure, de 2 poids 2 mesures. Là, on n'est pas à 2 poids 2 mesures, on est à 2 poids 30 000 mesures différentes. Cette urgence, elle est là. Parce que quelque part, si on retrouve tous de la cohérence partout, ça permettra effectivement d'avoir une argumentation rationnelle sur les moyens qu'on peut faire. Je suis quelqu'un qui est évidemment du côté en permanence de la protection des civils. C'est le droit international humanitaire. C'est l'enjeu prioritaire. Tout le monde me le dit, mais si on le vide de sens, on perd tout. Et à force d'utiliser ça, on en vient à avoir... Moi, c'est la raison que je trouve attaquée, en fait, à avoir des positionnements qui sont systématiquement différents. Et on pourra en parler, mais j'attends, et c'est peut-être ma demande aussi, on veut nous préparer à un monde de guerre, c'est une école réaliste. Malheureusement, j'ai vu trop d'horreurs pour ne pas savoir que c'est vrai. Préparons-nous aux conséquences de la guerre. On a coupé le budget de réponse humanitaire dans une proportion qui est même indécente. J'utilise le mot. Vous parlez du budget de l'aide au développement, la réponse humanitaire de la France. On a le monde, on parle d'un monde qui est au bord du chaos. Et je sais que dans les débats, Madame la députée, je le dis, je sais que mais que les décisions qui ont été prises et probablement imposées par effectivement le pouvoir en place, c'est une réduction massive des moyens de réponse. Et je ne dis pas ça de mes collègues du centre de crise qui sont très en soutien de nos opérations. Aïda Hadizadeh. Je voudrais réagir sur ce que vous venez de dire. Vous avez raison, c'est 2 poids 30 000 mesures. Mais pourquoi? Parce que l'unité de mesure, ce n'est pas la vie humaine ou les vies humaines, c'est l'intérêt à agir ou pas agir. Et l'intérêt, selon quoi? Selon son propre intérêt stratégique. Est-ce qu'on a du pétrole? Est-ce qu'on a du gaz qui est en jeu? Est-ce que c'est sur le sol européen? C'est près du sol européen? Et c'est ça qui rend, pour nous, les citoyens qui sommes attachés à la vie humaine, qui savons que chaque vie humaine compte, qu'une vie en vaut une autre, c'est pour ça que c'est pour nous insupportable et qu'on a l'impression, comme vous avez dit, madame, que ça louvoie ou qu'on ne parle pas honnêtement. Et c'est ça qu'il faut revoir. Le droit international ne peut pas être brandi uniquement quand on a l'impression qu'un État a violé les intérêts stratégiques d'un autre. Le droit international doit venir protéger. Il y a un pilier dans le droit international, c'est la responsabilité de protéger. Je n'ai entendu aucun gouvernement l'employer quand l'Iran, le régime iranien, a exécuté de sang-froid 30 à 40 000 personnes, on n'a pas encore le chiffre exact, en 2 jours. Alors, personne ne l'a invoqué. Moi, je profite de cet échange pour me tourner vers Juliette. Je ne sais pas si on peut vous donner le micro. Vous êtes étudiante en relations internationales. Vous entendez là, dans ce débat, quand on entend tout ça, on a l'impression que le droit international est mort ou moribond, quoi. Comment vous vous projetez dans ces études-là et peut-être dans votre carrière future en entendant tout cela, en voyant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Déjà, je suis très contente de pouvoir étudier ça, justement, et ça m'aide vraiment à comprendre tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Mais je pense que c'est toujours utile d'étudier le droit international parce que, justement, ça nous permet de comprendre pourquoi il existe, pourquoi il a été créé et pourquoi aujourd'hui il continue à avoir son importance dans les relations entre les États. Mais ça ne vous déstabilise pas de voir que c'est la loi du plus fort qui s'impose finalement, que les Nations Unies n'ont plus vraiment leur voix, la sécurité collective aujourd'hui, on n'en parle plus vraiment. Mais oui, c'est vrai, mais je pense que justement, c'est en étudiant ça que derrière, on pourra faire bouger les choses et aider à porter un monde plus pacifié. Mais la loi du plus fort n'est pas le problème, c'est au service de quoi vous mettez la force? Au service de la protection de votre intérêt ou d'intérêt de personnes avec qui vous avez noué des contrats, ou au service des plus faibles, des plus démunis de la population, quelle qu'elle soit, la vôtre ou celle d'autres pays. Et c'est là où la loi du plus fort doit s'appliquer dans l'entraide entre les peuples et pas dans la défense des intérêts des plus puissants. J'aimerais qu'on essaie de parler un peu de ce que vivent les Iraniens depuis une semaine, avec ces bombardements incessants. Hilda, peut-être, je ne sais pas si on peut vous redonner le micro, mais la question, c'est est-ce que vous arrivez à joindre votre famille? Est-ce que vous arrivez à savoir comment ils vivent la situation sur place?
Pas la famille, non. C'est une décision de ne pas joindre la famille depuis plusieurs années déjà. En revanche, j'ai des contacts à travers le pays, comme je pense nous tous ici qui sommes concernés. Et j'ai réussi à avoir 2 contacts directs depuis le début des bombardements. Les gens semblent effectivement à la fois terrifiés, mais continuent à dire on doit en passer par là, on n'a pas le choix, il faut que les forces s'équilibrent pour qu'on puisse venir à bout de ce régime. Et donc, vraiment continuer à espérer que ce régime soit affaibli pour qu'il puisse faire face. Aïda Hadizadeh, vous-même, vous avez de la famille, vous êtes dans la même situation, vous n'osez pas trop essayer de les contacter. De toute façon, les connexions Internet sont tout à fait. la plupart du temps coupées. Oui, la connexion Internet est coupée. Eux peuvent joindre les personnes à l'étranger en passant par les lignes terrestres, mais c'est des communications très courtes. Donc, c'est des signes de vie qu'ils donnent. Moi, depuis... du fait de ma position politique et de mes prises d'opposition politique contre le régime, je ne parle absolument pas politique avec ma famille. Vous ne voulez pas les exposer, en fait, à un risque. Surtout pas. Voilà. Ce serait trop simple pour moi et trop confortable que d'avoir même... on sait que le régime iranien est un appareil répressif, met sur écoute, espionne, voilà. Toutes ces choses-là, on le sait. Emprisonne, sans aucune raison d'ailleurs, des personnes qui n'ont pas des activités politiques. Donc, je comprends tout à fait votre prudence et je me l'applique aussi. Je pense que si on réunissait un plateau d'Iraniens, on aurait peut-être 9 Iraniens sur 10 ici devant nous qui seraient pour la chute du régime, mais aussi dans la peur de voir une bombe tomber sur leur maison. La question, c'est comment on arrive à concilier les deux, la chute du régime et la fin de la guerre, le plus vite possible. Mais c'est là où je vous rejoins. Si on passe par une phase de négociation alors que le régime n'est pas tombé, on referme la porte de la prison à clé à double tour sur les Iraniens. Et ça serait la chose la plus terrible qu'on pourrait leur faire arriver. C'est pour ça que là, la France a un rôle à jouer, et l'Europe aussi. Dans les négociations, Donald Trump, là, il a choisi la voie des bombes, mais 2 semaines avant, il était dans une négociation. À aucun moment dans sa négociation, le sort du peuple iranien n'était sur la table. On parlait de programme balistique, on parlait de programme nucléaire, mais le sort du peuple iranien n'était pas là. Et moi, j'engage le gouvernement français et le concert européen, le concert des nations européennes, à dire... Le peuple iranien doit être le début et la fin et notre boussole ultime. Il faut lui redonner sa souveraineté totale. À l'heure actuelle, on a Donald Trump qui veut faire tomber le régime en disant « je sais quelle personne je mettrai à la place du prochain guide suprême », sans donner son nom. Est-ce que c'est si clair que cela ? Moi, j'allais vous poser la question, parce qu'un jour, il dit qu'il veut faire tomber le régime, le faire capituler. Un autre, il dit qu'il va avoir son mot à dire sur qui sera le prochain ayatollah. On peut faire tomber le régime et vouloir choisir en bon parrain, parce qu'on n'a plus un gendarme du monde. Les États-Unis gouvernés par Donald Trump, c'est le parrain de la mafia. Donc le parrain de la mafia veut choisir qui il met à la place du président du Venezuela, qui il met à la tête de l'Iran. Et c'est un véritable problème. Combien de fois le peuple iranien va voir son destin confisqué par des puissances impériales? C'est une longue histoire pour les Iraniens. Et ça n'a pas commencé là en 2026. Ça fait plus d'1 siècle que le peuple iranien voit son destin lui échapper parce que des puissances impériales interviennent pour imposer un gouvernement. Adel Bakawan, comment vous voyez la situation aujourd'hui ? Est-ce que le régime peut vraiment tomber ? Les 2 peuples, vous avez abordé à la fois le peuple libanais et le peuple iranien. D'abord, par rapport au Liban, vous avez absolument raison. Moi, le Liban, c'est un de mes terrains sur lesquels j'amène des projets de recherche depuis quelques années. Et j'ai été récemment, très très récemment, avant cette guerre, au Liban, on n'a pas d'État. Il n'y a plus d'État. Vous avez un ministre avec 1 ou 2 secrétaires et vous n'avez pas de ministère. Il n'y a rien. Les ministères sont vides. L'État est en situation faillite totale. Et donc l'État ne peut pas prendre en charge les 1 million Libanais en cours de déplacement. 400 000 juste dans Zahir. Zahir en arabe, c'est-à-dire les banlieues du sud du Liban, menacées depuis hier, alertées par Israël. Ça n'est jamais arrivé. Jamais. Vous êtes en train de dire que là, il y a vraiment une grave crise humanitaire Israël, il demande de déplacer la totalité des 400 000 qui habitent dans les Zahir à Beyrouth, mais aussi dans le sud. Si on additionne les deux, ça fait à peu près 1 million de déplacés sur 6 millions Libanais. Donc c'est une crise humanitaire majeure, très très importante dans la situation d'un État qui n'est absolument pas en mesure de les prendre en charge. 1. 2. Les Saoudiens, les Golfiens d'une manière générale, nous donnent pas $1 depuis
plusieurs années aux Libanais. Et on sait très bien que le Liban n'est pas un pays pétrolier, n'est pas un pays gazé. Il n'y a que du tourisme et l'argent des Golfiens. Les Golfiens ont coupé l'argent à cause de la guerre, notamment depuis le 7 octobre. Il n'y a plus de tourisme et donc l'économie est totalement à terre. Dans cette situation-là, il ne reste qu'un seul levier, à savoir les organisations humanitaires. Et là, si la France vraiment vous jouez un rôle, ce n'est pas appeler Benyamin Netanyahou, parce qu'on sait très bien que la France n'a aucune carte de pression à jouer sur la décision de Benyamin Netanyahou. La seule personne qui peut changer d'avis à Benyamin Netanyahou, c'est Donald Trump. Donald Trump, il n'interviendra pas dans cette situation. Si la France souhaite, l'Angleterre, bien évidemment, l'Allemagne, les pays européens, l'Union européenne souhaite jouer un rôle efficace et très important, là, il faut absolument financer d'une manière considérable les organisations humanitaires sur place. Malheureusement, c'est ce qu'on fait. Alors, avant-hier, j'ai reçu mon dernier papier de la part de notre chercheuse à Téhéran. Et ça fait un bon moment qu'on est coupé. Nous avons notre institut à 3 chercheurs, 2 à Téhéran et une à Kermanshah. Le dernier papier qu'on a reçu, on l'a mis en ligne en anglais et en français, c'est qu'elle nous parle, notre chercheuse, d'Iran irréconciliable. Vraiment, vous avez une majorité absolue iranienne, totalement et profondément et structurellement opposé au régime. C'est à peu près 80% de la population. Mais il y a encore 20% de la population derrière ce régime-là. Et donc, on est dans cette fracture en termes de population. Et un dernier mot, personnellement, je pense, le peuple iranien, s'il compte, s'il parie sur Donald Trump, c'est un pari perdu. Donald Trump, son dernier souci, c'est la démocratie, c'est le peuple iranien. Il a déjà menti au moment où on a assassiné 30 000 personnes dans la rue. Il disait « Restez dans la rue, l'aide arrive, prenez le contrôle des institutions ». Le lendemain, il nous parlait de la négociation avec les ayatollahs. Armin Arefi, quel est votre regard sur la situation, vous, aujourd'hui, du régime iranien? Est-ce qu'il vous semble sur le point de tomber ou est-ce qu'il a une résilience telle qu'on est parti pour une guerre longue, très longue sans doute? Et qu'y a-t-il exactement dans la tête de Donald Trump? Est-ce qu'il a vraiment une stratégie dans cette guerre qu'il a déclenchée il y a une semaine? Alors, le régime iranien est plus affaibli que jamais. Il n'a jamais été aussi faible en 47 ans au niveau de son programme nucléaire, de son programme balistique, du mécontentement populaire d'environ 80% de la population et de son réseau de groupes alliés dans la région, le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak. Maintenant, même s'il subit la puissance de feu de l'armée israélienne et de l'armée américaine, il n'est pas sur le point de tomber. Il faut dire la réalité. Il n'est pas sur le point de tomber parce que l'apanage des armes reste entre les mains des forces répressives du régime, à savoir l'armée idéologique du régime, les gardiens de la Révolution, l'armée régulière et les miliciens paramilitaires volontaires qu'on appelle les Bassidji. Pour bien comprendre le résumé, c'est que tant qu'il n'y aura pas de troupes au sol, qu'il s'agisse de rébellions iraniennes armées, qu'elles soient kurdes, baloutches, arabes ou perses iraniennes, ou alors de forces étrangères, des soldats américains, israéliens, européens, il n'y aura pas, le régime aura de quoi attendre, de quoi voir devant lui. Et donc, c'est la situation actuelle. Il y a quand même une grande contradiction entre ce qu'annonce Donald Trump, qui veut affaiblir au maximum le régime. Il parle d'abord du nucléaire. Excusez-moi, j'ai mon micro qui est tombé. Il parle d'abord du nucléaire, il parle du balistique, il parle depuis quelque temps de la marine, on ne sait pas pourquoi. On a vu justement avec quand même 87 marins iraniens qui ont été tués et qu'on a laissé couler. Et dernière chose, il parle du réseau des proxys, donc les groupes mandataires iraniens, Hezbollah, Hamas. Mais il ne parle en aucun cas du peuple iranien. Ça, c'est une chose importante. Pour ces objectifs de guerre, alors c'est intéressant parce que, encore une fois, hier, il dit aujourd'hui, on n'aura pas besoin. Enfin, il ment comme il respire. Il dit des choses qui ne sont pas vraies. Avant-hier, il a par exemple dit, et je parle d'un point de vue factuel, c'est pas du tout un soutien au régime, il dit si je n'étais pas intervenu, l'Iran aurait eu la bombe. C'est faux. L'Iran, depuis notamment les bombardements israéliens lors de la guerre des 12 jours, a vu son programme nucléaire être considérablement retardé. Il n'était pas d'ailleurs sur le point d'avoir la bombe atomique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne l'a jamais cherché, bien au contraire. Pour ce qui est de son programme balistique, depuis la guerre des 12 jours, environ 2/3 des 2000 missiles iraniens d'une portée allant de 0 à 2000 km pouvant atteindre Israël et même jusqu'à la Grèce ont été retirés du stock iranien par la guerre des 12 jours. Donc ils les ont perdus. Et de fait, l'Iran a reconstitué environ, on va dire, 1/3 de cet arsenal. Ce que je veux dire par là, c'est que Donald Trump
avec Benyamin Netanyahou, il ne faut pas oublier aussi le rôle joué par Benyamin Netanyahou. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on ne fait pas confiance dans ce régime iranien, et ce régime iranien ne nous fait pas confiance. Quand je dis nous, c'est l'Occident. On a donné sa chance à la diplomatie, et vous avez raison, madame, jamais la question du peuple iranien n'a fait partie des négociations, y compris au sein de la diplomatie européenne. L'inquiétude, c'était le nucléaire. On a eu des négociations longues qui ont abouti en 2015 à un accord qu'on a appelé l'accord sur le nucléaire iranien, qui restreignait considérablement l'arsenal nucléaire iranien, que ce soit militaire ou civil, sauf que qui est sorti unilatéralement de cet accord en 2018 alors que l'Iran, la République islamique, le respectait? Alors Hilda, ça vous fait réagir, je vous vois faire mon dans la tête. Je parle des rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais vous ne pouvez pas dire que ce régime a respecté quoi que ce soit, vous savez très bien. Je vous parle de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Je parle de l'accord sur le nucléaire iranien où l'Agence le régime... internationale de l'énergie atomique a statué, madame, à 11 reprises dans 11 rapports de 2015 à 2018 que la République islamique d'Iran respectait cet accord sur le nucléaire. Quel est l'intérêt aujourd'hui de parler de cet accord pour dire que Trump est Trump? Non, on le sait. Non, c'est... laissez-moi, j'ai le droit de parler, madame. Allez-y, calmez-vous. On laisse la... Je vous ai écouté. Donc non, mais l'intérêt de dire ça, c'est... Non, je vais vous le dire quel est l'intérêt. L'intérêt de dire ça, ça veut dire que depuis 2018, il y a une stratégie de la part de Benyamin Netanyahou et avec l'aide de Donald Trump, qui avait lui d'autres chats à fouetter, à savoir détricoter l'héritage de Barack Obama, pour sortir de cet accord, imposer plus de 1500 sanctions à la République islamique d'Iran, dont je ne débat pas du tout de la nature dictatoriale, théocratique, même massacreuse de ce régime, pour en arriver aujourd'hui à ce point qu'on a aujourd'hui, à savoir une guerre contre la République islamique d'Iran. Et c'est ce dans quoi on est aujourd'hui. Hilda, allez-y. D'abord, je veux bien qu'on ramène le débat sur Netanyahou et Trump. Honnêtement, ce n'est pas ma tasse de thé, ni l'un ni l'autre. Je voudrais juste dire à un moment donné, pour revenir à la loi internationale, au droit, lorsque cet État terroristes et ces proxys terroristes au Liban, dans les territoires palestiniens et dans les autres territoires, y compris chez nous, utilisent les écoles, les hôpitaux, les stades en lieu d'occupation des forces de répression. Il en fait des cibles militaires et non plus des lieux civils. C'est ça le problème dans notre vie avec ces gens-là, avoir des négociations ou des accords. Quel est le lien Alors Olivier derrière vous souhaite réagir. Olivier, on va passer le micro à Olivier peut-être. Une phrase. Négocier avec des gens qui n'utilisent jamais les règles de droit, de fait, c'est une erreur et ça fait 47 ans que c'est... On vous a entendu. Olivier. Vous avez le micro. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ne pas respecter les règles de droit est un problème majeur. Mais on est dans une situation où tout le monde viole les règles de droit dans une proportion qui est inimaginable. Des structures qui étaient utilisées par des groupes dits terroristes pour se protéger, ça a existé, mais il y en a d'autres, des infrastructures de santé, des infrastructures d'éducation, ou de tout type qui ont été aussi frappées, qui étaient absolument civiles. C'est aussi condamnable, et dans tous les cas, je pense que les victimes, quel que soit l'auteur, elles s'en fichent. Moi, j'aimerais qu'on fasse des comparaisons. C'est un peu une histoire d'indignation. Vous avez mentionné, c'est vrai, 1 million de personnes sont sous évacuation, hors d'évacuation au Liban aujourd'hui. Il y a toute la situation évidemment en Iran, pareil. 1 million, c'est la moitié de Paris, intramuros. Imaginez si on disait tous, vous avez 2 heures pour partir, maintenant. Il faut se projeter. Il faut qu'on rappelle les choses. Quelqu'un a dit hier, avec le sud de Beyrouth, là, derrière, qu'il allait en faire Gaza. Il est au pouvoir en Israël. C'est un ministre. C'est un ministre. C'est Bezalel Smotrich, le ministre des Finances et de l'Économie. Exactement. Comment on peut laisser passer ça et débattre autrement que de cet enjeu-là? J'ai toujours des équipes à Gaza. Depuis plus de 2 ans. C'est notre responsabilité de se rappeler cette réalité-là et ne pas discuter des choses qui sont autres que cet enjeu des civils. Tout le reste n'a pas d'importance. Iraniens, Libanais, Israéliens. Gazaoui. Partout. C'est vrai que ce qui est très intéressant aujourd'hui, pour essayer de réconcilier tout le monde, c'est qu'on voit très bien aujourd'hui que, par exemple, beaucoup de soutien politique du peuple iranien, et je m'en félicite en tant qu'Iranien parce que ça fait chaud au cœur, était beaucoup moins présent pour dénoncer les massacres à Gaza. Et de la même façon, une partie, pour dire les choses, de la gauche, une partie, je dis bien sûr, qui était vent debout au moment des massacres, car il y a eu aussi des massacres à Gaza, aujourd'hui est extrêmement mal à l'aise par rapport à ce qui se passe en Iran, et il faut le dire, peu entendu au moment des jeudi 8 et vendredi 9 janvier, lorsque
plusieurs dizaines de milliers, jusqu'à 35 000 personnes ont été tuées en Iran à l'arme de guerre. Moi, j'ai une question à poser à Hilda. J'ai lu le fils du Shah d'Iran dans le Figaro ce matin expliquer sa vision des choses et il dit, lui, qu'il compte s'appuyer sur une partie des membres du régime pour assurer une forme de transition pour éviter un chaos à l'irakienne. Ça vous inspire quoi, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un programme qui a été écrit depuis déjà très longtemps, au sein desquels sont réunis des gens de différents bords politiques, des gens de gauche comme moi, des gens de droite, des monarchistes, des républicains, et des gens du régime qui ont tourné le dos au régime. Et très régulièrement, il y a des appels aux membres, y compris des forces de l'ordre, y compris des forces de répression, en disant si vous n'avez pas de sang sur les mains, rejoignez-nous, mais que le sang cesse de couler. Et vous faites ce travail de documentation des crimes commis par le régime. Comment vous pouvez avoir la certitude qu'un membre du régime qui se tourne vers le fils du Shah demain n'ait pas du sang sur les mains? Écoutez, moi, la certitude, je ne l'ai pas. J'ai une règle, c'est la loi. Donc, ce que je vais faire, c'est pas de la vengeance. Ce que je vais faire, c'est en tant que fille de quelqu'un qui a été fusillé par ce régime, ça fait 40 ans que ça s'est passé. C'est pas pour la vengeance personnelle que je me bats. Je me bats pour une population là-bas et pour toute une région, des populations qui sont en train de se faire tuer, et c'est arrivé aujourd'hui jusqu'à chez nous. Donc, ce que je sais, je m'en fiche de savoir que ça soit exact. La loi, rien que la loi, point. On va revenir à des préoccupations plus franco-françaises, si vous le voulez bien. 400 000 ressortissants français sont actuellement dans cette région du Moyen-Orient, bloqués là-bas depuis le début de cette guerre, car très peu d'avions peuvent décoller. Alors, il y en a 5 000 qui officiellement ont demandé l'aide du Quai d'Orsay pour être rapatriés. Je me tourne vers vous, Vincent, parce que voilà, on vous a donné le micro. Vous êtes à la tête d'un groupe qui est spécialisé dans les rapatriements et vous intervenez, alors plus précisément, je crois que c'est à Dubaï. Expliquez-nous un peu ce que vous faites et comment vous intervenez, dans quel cadre vous intervenez, auprès de qui sont vos clients? Alors jusqu'à mardi matin, on intervenait effectivement à Dubaï, principalement parce que c'est là qu'il y a eu le plus grand nombre de demandes de rapatriement. Mais depuis hier, on a étendu nos opérations vers le Sultanat d'Oman, vers le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais vous faites ça en parallèle de la cellule du Quai d'Orsay ou vous collaborez avec la cellule du Quai d'Orsay? Oui, nous, on est une entreprise privée. Alors, d'abord, tout le monde travaille ensemble, c'est-à-dire tout le monde se parle, tout le monde essaye de mutualiser les moyens. On essaye de savoir qui a quoi de disponible pour combien de personnes et pour aller où. Et vous parlez de quel genre de moyens? C'est des véhicules, c'est-à-dire là, on est dans une configuration très particulière puisqu'on est sur des pays où la menace vient du ciel exclusivement. On n'a pas de combat au sol, on n'a pas de menace directe au sol. Donc c'est une configuration très particulière, y compris pour nous, parce qu'on est habitué à travailler dans ce type d'environnement, mais en général, on a aussi un danger au sol. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La menace vient du ciel. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas dans une configuration légale justement de non-assistance à personne en danger. Et c'est un petit peu ça qui se passe avec les autorités, c'est-à-dire j'entends beaucoup de gens qui se plaignent de l'attitude des autorités françaises. En toute sincérité, il y a des hotlines, les gens sont organisés, les consulats travaillent jour et nuit depuis quelques jours, les entreprises privées qui travaillent aussi avec le gouvernement sont aussi jour et nuit, on n'a pas beaucoup dormi ces derniers jours, pour essayer d'aider les gens à évacuer éventuellement. Avant ça, peut-être les confiner et les mettre en sécurité. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire chacun prend la décision et essaye d'évacuer quand c'est possible. Et vous comprenez que les Français sur place, notamment les touristes qui étaient là pour quelques jours, s'impatientent et l'impression que le gouvernement ne fait pas grand-chose pour répondre à leurs demandes. Qu'est-ce que vous leur répondez, vous? C'est surtout les touristes, d'ailleurs, aujourd'hui, le problème, et je les comprends. C'est-à-dire ils partent quelques jours en vacances et puis ils se retrouvent bloqués dans un pays au-dessus duquel il y a des bombes et des missiles qui tombent. C'est compliqué. Moi, d'abord, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est mettre en place des solutions pour les aider à sortir de là. Il y en a des solutions. Le facteur qui complique tout, évidemment, c'est la fermeture des aéroports. C'est toujours comme ça. Une fois que l'aéroport est fermé, ça vous oblige à vous orienter vers des moyens alternatifs. Mais
tout ça va continuer. Aujourd'hui, ils sont la priorité. On a aussi beaucoup de gens à qui on propose de sortir du pays, des pays dans lesquels ils sont aujourd'hui, et qui ne veulent pas sortir, qui sont résidents là-bas, et qui disent non, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement assume, le gouvernement par exemple des Émirats, a la situation sous contrôle. Ils ont mis en place toute une série de mesures pour empêcher qu'il y ait trop de dégâts quand il y a des bombardements, et donc on ne souhaite pas sortir. Vous dites que tout ça va continuer. Pour vous, là, on est parti pour longtemps à ne pas pouvoir évacuer ceux qui souhaitent quitter Je n'ai pas une boule de cristal, mais oui, moi je pense, avec l'expérience que nous on a, et vu l'intensité des bombardements et la stratégie militaire aujourd'hui déployée par l'Iran sur les bombardements, ils ont réduit sensiblement le volume de missiles et de drones qu'ils envoient pour pouvoir justement durer plus longtemps. Donc moi je fais partie de ceux qui pensent que ça va durer, oui. Adel Bakawan, toutes les monarchies pétrolières ont mis des années à bâtir cette image qu'ils ont aujourd'hui, qui a attiré notamment les influenceurs français, mais pas seulement, des millions de touristes. Tout ça est un peu en train de voler en éclats. Qu'est-ce qui se joue pour elles aujourd'hui? Est-ce qu'elles font tous les efforts nécessaires pour aider à évacuer ces ressortissants étrangers? Parce que c'est leur avenir aussi qui se joue quelque part là. Écoutez, on est en situation de guerre, n'est-ce pas? Vous avez parlé de 400 000. Sur les 400 000, on a une grande majorité à Abu Dhabi, à Dubaï, et l'autre partie plutôt en Israël, n'est-ce pas? Et on sait très bien, quand on regarde la carte, la totalité des voisins sont en guerre. Sont lourdement frappés par les passes d'Aran. L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, le Sultanat Oman. Enfin, ce sont déjà un petit rappel. Franchement, ces pays arabes, ils ont fait l'impossible pour que la République islamique d'Iran ne soit pas attaquée par Donald Trump. Ils se retrouvent attaqués par l'Iran aujourd'hui. Le premier jour, c'était parmi les premiers pays ont été attaqués, lourdement attaqués par ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la République islamique d'Iran. Jamais la République islamique d'Iran a attaqué, à part la guerre des 12 jours. C'était juste une parenthèse. On a attaqué la base américaine au Qatar. Et le président de la République iranienne s'est excusé personnellement auprès de ce qui n'est jamais arrivé. Donc c'est la première fois. Pourquoi? Parce que la stratégie change radicalement. Et donc oui, ces pays arabes ne peuvent pas faire grand-chose vraiment pour ramener ces touristes ici en France. Et par rapport au modèle, vous avez absolument raison. Depuis l'échec du printemps arabe, le modèle qui s'est imposé dans le monde arabe, mais au Moyen-Orient d'une manière générale, qui a été accepté par les Européens, il faut le dire, et par les Américains, c'est le modèle saoudien. Le modèle saoudien, c'est quoi? C'est un autoritarisme basé sur 3 principes. La stabilité, la sécurité et le développement économique, sans jamais parler de la démocratie, des droits de l'homme, etc. Et ça a été très très bien accepté par Bruxelles. Quand je dis Bruxelles, l'Union européenne, parce que l'Union européenne était très très fatiguée avec les pays du printemps arabe, la Libye, la Syrie, l'Irak, etc., le Liban, qui étaient en guerre totale. Et on disait, cet autoritarisme, c'est très bien, ça nous convient parce que c'est sécurité, stabilité, développement économique. Ce qui tombe là aujourd'hui, c'est ce modèle saoudien-là. C'est pourquoi les pays du Golfe doivent faire un miracle, comme je dis, pour sauver ce modèle-là. Et si ce modèle tombe, c'est la sécurité internationale qui est en jeu. Armin Arefi. Oui, je vais juste expliquer, est-ce que vous me permettez 2 secondes de prendre votre verre? Expliquer en fait la stratégie iranienne. Et expliquer, c'est pas justifié bien sûr. En fait, la République islamique a de faibles moyens comparés à Israël, l'armée israélienne et l'armée américaine, d'autant qu'elle est sous embargo depuis la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis en 1979. Elle ne peut pas acheter d'aviation de chasse de ce nom. Donc ce qu'elle va faire, c'est pas une stratégie frontale parce qu'elle n'y arrivera pas. Et tous les missiles iraniens sont interceptés par les intercepteurs israéliens. Donc ce qu'elle va faire, c'est une stratégie asymétrique. Non pas frapper directement le territoire américain, elle ne peut pas. Frapper Israël, essayer, mais c'est intercepté. C'est frapper les alliés des États-Unis dans la région, qui sont les maillons faibles, les moins forts. L'Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Koweït, eux qui ont beaucoup moins d'intercepteurs et qui sont beaucoup plus perméables à des frappes de missiles. Et des frappes de missiles, non pas contre des centres du pouvoir ou des centres militaires, mais quoique des bases américaines, il y en a eu, même si les soldats américains, en tout cas beaucoup d'entre eux, avaient déjà vidé au préalable. C'est frapper des symboles, une guerre psychologique, frapper des tours à Dubaï, frapper des centres de stockage pour ainsi faire monter le prix de cette guerre et pousser les alliés qui n'étaient pas prêts à ça à faire pression sur les États-Unis et Israël
Israël pour mettre fin à la guerre. Voilà pourquoi, malheureusement, je pense que vous avez raison et que ça va durer. Et juste un chiffre, hein. Aujourd'hui, notre observatoire, au sein de notre institution sur l'Iran, Israël, on a un observatoire qui travaille sur les deux pays, m'a fourni un chiffre. Par exemple, le premier jour, il y a eu 350 missiles balistiques intelligents tirés vers Israël. Hier, la quantité est baissée pour uniquement 26. Il y a un changement. Et là, l'enjeu principal, c'est comment faire durer cette guerre-là. Si je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un enjeu principal parce qu'en fait, les Iraniens, ils ne sont pas pressés. Les Américains, ils sont très, très pressés. Donald Trump est très, très pressé. Il souhaite une excuse pour déclarer la victoire. Et cette victoire-là, peut-être, comme je ne sais pas si quelqu'un a posé la question, peut-être c'est vraiment la défection, par exemple, une partie de l'armée régulière par rapport au Pas d'Aran et dire, voilà, c'est fini là. Et là, les Israéliens ne seront pas contents. Le peuple iranien ne sera pas content et les pays arabes non plus, bien évidemment. Je me tourne vers Juliette. Je crois que vous aviez une question à poser à nos invités sur les alliés, on va dire, de l'Iran. Oui, alors je me demandais, on n'entend pas beaucoup parler des réactions de la Chine ou de la Russie concernant ce conflit, alors qu'ils sont les alliés de l'Iran. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Aïda ? Allez-y. Alors, je suis bien moins experte que monsieur parce que je lis les papiers de monsieur pour. Et alors, ça va être un moyen de vérifier si je lis bien. Je vous en prie. C'est pas des partenaires, c'est une relation asymétrique. Pour pouvoir contourner les sanctions imposées par l'Union européenne et par les États-Unis suite à la rupture de l'accord, la Chine est venue en renfort de l'Iran et une grande partie du pétrole iranien est vendu à la Chine à très bas prix. Parce qu'il ne peut pas le vendre sur le marché international. Voilà, exactement, il ne peut pas le vendre sur quiconque. Et donc la Chine profite de cet avantage et, on va dire, soutient l'Iran comme ça. Pareil, la Russie achète des drones et des missiles Shahed, si je ne me trompe pas. Voilà, vous voyez, je dis bien, à l'Iran. Donc, vous voyez, ce n'est pas des alliés dans le sens alliés idéologique, c'est des partenariats commerciaux asymétriques. Et je pense que ni la Chine ni la Russie sont très pressés de venir en aide à un régime. Je pense qu'ils ne regardent pas ça d'un très bon œil parce que si demain la Chine doit acheter du pétrole à prix coûtant, ce sera un avantage moindre dans la guerre économique qu'elle mène avec l'autre empire, l'empire américain. Donc on a deux empires qui sont face. Mais de là à s'engager pour venir soutenir les Iraniens de manière visible, peu probable. Peu probable. Voilà, pareil pour la Russie. D'ailleurs, on l'a vu pendant la guerre des 12 jours. Ils n'ont pas bougé. Exactement. Et c'est juste d'ajouter, comme Armin a dit, les vrais alliés de la République islamique d'Iran, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, c'est plutôt les milices. Les Houthis, le Hamas, le Djihad, le Hezbollah libanais, les milices irakiennes, 80 organisations quand même en Irak. On appelle les proxys. Voilà. Exactement, les proxys. Et seulement la tragédie de la République islamique, c'est quoi? C'est que le Hamas est presque totalement détruit, le Djihad est survivant total, le Hezbollah est à terre, le régime de Bachar al-Assad est tombé, qui était le cœur battant de ce qu'on appelle l'ordre milicien iranien au Moyen-Orient. Il ne reste que les Houthis et les milices irakiennes. Les Houthis, lourdement frappés par les États-Unis d'Amérique. Et donc là, leur enjeu principal, c'est quoi? C'est garder le pouvoir à Sanaa, c'est-à-dire la capitale du Yémen. Et là, le vrai danger vient des milices irakiennes. Pourquoi? Parce qu'ils sont intacts. Ils n'étaient pas touchés pendant la guerre des 12 jours. Elles ne sont pas entrées en guerre. Elles ont un budget de presque 3 milliards de dollars fournis par l'État irakien. C'est énorme, 3 milliards de dollars chaque année. Et donc, est-ce qu'elles vont entrer en guerre ou pas? Moi, j'ai une question, je ne sais pas pour l'un de vous, mais j'ai vu que le Washington Post expliquait que des renseignements russes étaient peut-être fournis aux Iraniens pour cibler les Américains dans cette guerre. Est-ce que ça ne peut pas changer la donne? C'est probable. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, c'est vieux comme le monde et c'est encore plus dans la région. Donc c'est probable. Est-ce que Vladimir Poutine ne joue pas gros là, en faisant ça face à Donald Trump avec cette guerre en Ukraine? C'est une possibilité, mais de la même façon, par exemple, les Russes ont filé des renseignements aux Israéliens durant la révolution contre Bachar el-Assad pour que les Israéliens puissent mieux viser les milices chiites pro-iraniennes en Syrie, qui pourtant étaient alliées à Bachar el-Assad et à
à la Russie. Bref, c'est un peu compliqué. Mais pour être plus simple, en fait, il y a aussi une donnée qui est très très importante, c'est le pétrole iranien. L'Iran a quand même c'est le 4e pays producteur de l'OPEP en termes de pétrole, 2e réserve au monde de gaz. Et il faut quand même dire une chose, sans rentrer ni dans le complot ni quoi que ce soit, c'est qu'aujourd'hui l'Iran est l'un des derniers pays pétroliers dont le pétrole échappe d'une certaine manière aux États-Unis. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que l'on voit qu'aujourd'hui, pour l'instant, l'industrie pétrolière iranienne n'est pas visée par les bombardements. Comme le disait M. Bakawan et Mme Adizadeh, à prix coûtant, la Chine est le dernier pays qui, au cours des dernières années, a continué à acheter environ 1,5 million barils de pétrole par jour à l'Iran, à prix coûtant, en payant l'Iran non pas en yuan, mais en marchandises chinoises envoyées en Iran. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être justement un des enjeux. On parlait d'ailleurs tout à l'heure du Venezuela. C'est très intéressant parce que c'est un peu la seule victoire internationale avec peut-être le cessez-le-feu ou pseudo-cessez-le-feu à Gaza, négocié à Gaza, c'est le Venezuela. Savoir qu'il a quand même réussi à capturer Nicolás Maduro, en violation, certes, du droit international, et maintenir un régime, le même régime chaviste ou maduriste, mais sans Maduro, et avec un régime beaucoup plus favorable aux intérêts américains. Est-ce que ce ne serait pas là le plan de Donald Trump? Il s'en cache d'ailleurs à peine, à savoir, il a déjà fait la moitié du chemin, il a coupé la tête du régime de l'ayatollah Khamenei, il est en train de essayer de voir s'il peut négocier avec des caciques du régime. Pour l'instant, il n'y arrive pas. Et d'ailleurs, c'est ça, pour répondre à la question que vous aviez posée au début de l'émission, il dit qu'il a 3 candidats, mais qu'ils sont tous morts. On a cru à un moment que ce serait peut-être Reza Pahlavi. Pour l'instant, il affirme qu'il préférait quelqu'un de l'intérieur. Il change toujours de chemise. En fait, il va vers ses propres intérêts, une solution, on va dire, qui lui siérait. Mais c'est vrai qui lui siérait, pardon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il est tenté par ce modèle. Il a déjà fait la moitié du chemin avec le guide suprême, mais il chercherait une façon, justement, de pouvoir se retirer d'Iran, mais en pouvant proclamer la victoire. Et c'est là le vrai désaccord, d'une manière vraiment froide, entre les Israéliens et les Américains. Les Israéliens souhaitent la chute du régime ici et maintenant, là, tout de suite, ce soir. Donald Trump n'est pas pour la révolution, il est plutôt pour l'évolution de l'intérieur. C'est pourquoi, par tous les moyens, il cherche une personnalité, un général, un ayatollah, n'importe quelqu'un qui répondra à ces demandes, à savoir la capitulation de l'Iran face aux États-Unis d'Amérique. Et pour boucler et conclure peut-être sur votre question, c'est peut-être là que la Russie va jouer un rôle, on ne le sait pas, on le verra, parce qu'il s'était déjà proposé pour venir faire les négociateurs. Finalement, c'était le sultanat d'Oman qui a été choisi dans les négociations qui ont été achevées brutalement pour lancer l'offensive. Mais la Russie se propose, par exemple, d'accueillir l'uranium iranien pour l'enrichir sur son sol et jouer un peu un rôle dans ce conflit-là. Peut-être qu'ils réapparaîtront dans quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas. Pareil pour la Chine. C'est aussi des alliés de l'Iran parce qu'ils s'opposent à toute sanction du droit international dans le cadre du Conseil de sécurité. C'est pour ça que réunir le Conseil de sécurité pour lancer des sanctions sur l'Iran, ça ne sert à rien parce que la Russie et la Chine bloquent. C'est pour ça que moi, je fais partie de ceux qui appellent à une évolution de cette architecture du droit international puisqu'on voit que c'est caduque. Ça ne sert à protéger personne. Alors, Guylaine, peut-être vous vouliez réagir parce que je vous ai vu pas mal opiner du chef. Prenez le micro si vous voulez prendre la parole. Je suis en train d'apprendre énormément de choses qui aident aussi à décrypter et à comprendre un peu ce qui se joue. Alors, ce n'est pas un scoop, hein. Zelensky a été approché par Trump pour avoir des drones. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est pour avoir des drones ou des officiers formés à l'usage de ces drones ou... C'est que l'Ukraine, depuis 3-4 ans, a désormais un savoir, une connaissance très très importante dans la défense contre les drones. Les appareils, les méthodes, les techniques, c'est un savoir-faire très très important que les Golfiens et les Américains n'ont pas. Et c'est dans ce domaine que Zelensky a proposé son aide à Donald Trump. Et Donald Trump l'a accepté à la fois parce que techniquement, il en a besoin, mais aussi et surtout symboliquement. Symboliquement, ça donne la dimension de l'élargissement de cet axe américano-israélien. C'est pourquoi Donald Trump fera tout, vraiment tout, pour amener les Golfiens, mais aussi les Français, les Allemands et les Britanniques dans l'axe contre la République islamique d'Iran. Quand on connaît la première rencontre entre Trump et Zelensky, c'est quand même...
une sacrée ironie. Mais est-ce que Zelensky peut en tirer peut-être un avantage dans la situation actuelle? L'Ukraine est oubliée en ce moment. Personne, aucun plateau, des cercles diplomatiques, le monde entier est concentré sur... Et donc c'est une fenêtre